édition spéciale. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au 28e sommet Afrique-France qui se tient ce 8 octobre 2021 à Montpellier en France. Pour la circonstance, nous recevons sur ce plateau des invités. Il s'agit de monsieur Sidiki Kouyaté, porte-parole du mouvement Yerewolo. Alors merci et bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors lui, c'est M. Sidiki Kouyaté, il est le porte-parole du mouvement Yerewolo. M. Amidou Doumbia, secrétaire politique du parti Élément, le parti du changement. M. Amidou Doumbia, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Alors le dernier invité, il s'agit de M. Zégué Di Moussa Diarra. Voilà, vous êtes de l'entreprise Millennium Technologies. C'est bien ça. Merci et bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, M. Fabrice. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Dioliba TV. Et c'est à moi de vous remercier pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, le thème que nous allons débattre ce soir dans cette émission spéciale consacrée au 28e sommet Afrique-France, il s'agit de quel rôle la jeunesse africaine attend-elle de la France pour une meilleure inclusion à la gouvernance démocratique. C'est de ça il s'agit. Je répète une fois encore, quel rôle la jeunesse africaine attend-elle de la France pour une meilleure inclusion à la gouvernance démocratique? Alors, première question, c'est avec M. Sidiki Kouyaté, qui est le porte-parole du mouvement Yerewolo. Alors, pourquoi un nouveau sommet? Pourquoi le sommet Afrique-France? D'ailleurs, l'appellation a changé, c'était la France-Afrique, mais on parle maintenant de Afrique-France. Pourquoi ce sommet? D'accord, en fait, bonsoir à vous et bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous suivre à travers votre chaîne. Et bon, en fait, vous avez dit que l'appellation a changé, mais pour nous... C'était la France-Afrique, on parle maintenant, oui, on met l'Afrique avant la France, Afrique-France. Oui, comme on dit, bonnet blanc, blanc, bonnet, je crois que c'est les mêmes effets, c'est les mêmes objectifs, donc en ce moment, rien n'a absolument changé. Bon, maintenant, vous savez... Ce sommet, nous l'avons tout le temps dénoncé. Et au temps de Mohamed Kadhafi, vous savez, nous avons fait beaucoup de choses pour qu'on arrête avec ces choses-là, parce que ce n'est pas démocratique. Et moi, je me rappelle très bien Macron, lorsqu'il avait fait une visite à Ouaga en 2017. Lui-même, il a précisé dans son discours qu'on ne peut pas faire la démocratie à partir de l'extérieur. Et nous pensons que des rencontres comme ça, sinon des concepts comme ça, sont vraiment développés pour essayer d'imposer à nos États des modèles de société que nous n'aurons pas choisis et que nous n'avons jamais choisis. Et donc, c'est pour vous dire que pour le moment, nous pensons que c'est du folklore dans la mesure où ce que ça reflète comme image et ce que ces rencontres-là ont comme objectif, par exemple, ce qui vient de se passer, pour nous, ça a été une télé-hilarité où les gens sont partis et se défouler un tout petit peu. Ça fait rire, ça fait intéresser les gens. Mais pendant que nos États s'écroulent sous le poids de ce que ces gens-là nous imposent comme modèle de gouvernance qui ne sont pas des modèles adoptés en réalité sociale. Donc c'est pour vous dire que pour nous, c'est une menace. Nous n'avons rien à jouer comme rôle dans cette citation. Voilà l'avis de M. Sidiki Kouyaté, il est le porte-parole du mouvement Yerewolo. Vous êtes secrétaire politique du parti Yélément, le parti du changement. M. Amidou Doumbia, est-ce que ce sommet vaut la peine? Je vous remercie. Chaque opportunité de discussion, chaque opportunité de dialogue, pour moi, est à saisir. Donc pour moi, à chaque fois que vous avez l'occasion de parler, de dire vos vérités, et d'envisager le futur ensemble de manière beaucoup plus sereine, avec une volonté ferme pour chacun de défendre l'intérêt de son pays et l'intérêt de son continent. Pour moi, c'est toujours une opportunité. Donc pour moi... Vous croyez que ça vaut la peine, ce sommet, ce 28e sommet Afrique-France? Pour moi, ça vaut la peine, parce que c'est quand même une opportunité d'échange. Nous avons vu des jeunes africains, des jeunes Maliens, qui ont pu porter la voix des millions de Maliens. Quand je vois les représentants du Mali, dans leur prise de parole,
ça reflétait régulièrement ce qui se dit ici. Quand on parle, par exemple, des causes un peu de la crise au Sahel, la majorité de nos compatriotes parlent de la Libye. Je pense que ça a été ressorti. Et en face du président français, il a été clairement dit que à la base un peu de nos problèmes, c'est ça. Et les jeunes, quand même, ont eu l'opportunité de dire ce qu'ils pensent de la gestion des autorités françaises en face. Et les autorités françaises ont eu la chance aussi d'expliquer pourquoi le sommet et pourquoi ils agissent d'une certaine manière. Donc pour moi, la discussion ne pose jamais problème. Maintenant, que va-t-on faire de cette discussion et des recommandations qui vont ressortir? Donc pour moi, le plus important, c'est après le sommet, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce que les jeunes ont dit, est-ce que leurs revendications, est-ce que leurs soucis seront pris en compte dans la façon de faire des Français les prochains mois? C'est ce qui va un peu juger de la pertinence. Pour moi, aller discuter, échanger n'est pas le problème. Mais aujourd'hui, s'ils convoquent, ils organisent le sommet, c'est pour qu'eux-mêmes ils puissent faire un diagnostic de leur présence et qu'ils puissent savoir qu'est-ce qu'on leur reproche. Et lorsque vous organisez ce genre d'exercice, c'est après l'exercice, vous devez tirer les leçons et dire voilà ce qu'on nous reproche, voilà ce qu'on doit changer, on change ça et on avance. Mais si vous ne changez pas, ça va être chaque année une même répétition pédagogique, sans pour autant que ça ait un impact positif dans vos relations avec les autres. Merci J'espère que dans les prochaines années, nous aurons l'opportunité aussi d'organiser un sommet Mali-France ou Mali-Europe. Vous allez les inviter ici. À venir aussi échanger. Pourquoi pas? Alors, Monsieur Zégué dit Moussa Diarra, est-ce que vous partagez l'avis de Monsieur Sidiki ou de Monsieur Amidou Doumbia? Alors, d'abord, une première particularité qui constitue d'ailleurs, je dirais, l'estampille de ce sommet-là, c'est que pour la toute première fois, ce sommet est organisé sans la participation des chefs d'État africains. Nous en revenons. Et ensuite, c'est la toute première fois également que le chef d'État français décide de s'adresser directement à la jeunesse du continent. Premier enseignement que j'en tire, ça veut dire que de leur côté, ils ont effectué un synopsis comme quoi les chefs d'État africains, en réalité, ne disent pas haut ce que le peuple murmure bas assez souvent. Deuxièmement, cela veut dire tout simplement que les jeunes Africains, qui sont aujourd'hui considérés comme étant l'ossature de nos différentes nations, ont des revendications, ont des aspirations, et ces aspirations et ces revendications aujourd'hui sont en train d'avoir de jour en jour des poids extrêmement fulgurants à telle enseigne qu'il y a un véritable débat qui s'impose désormais entre la France et ces jeunes Africains. Donc pour vous, ça vaut la peine, ce sommet? Ce sommet, bien entendu, ça vaut la peine dans la mesure où c'est une aubaine, c'est une opportunité d'abord pour les jeunes de regarder droit dans les yeux ces autorités françaises et de leur dire en réalité ce qu'ils considèrent comme étant un ras-le-bol. C'est également une opportunité pour ces jeunes aujourd'hui de dire à la France, voici désormais la manière dont nous voudrons que vous vous comportez vis-à-vis de nous dans le cadre de la collaboration en tant qu'État souverain. Et ils l'ont dit, nous avons vu dans ce sommet, ils l'ont dit. Mais est-ce que, comme M. Amidou le dit, est-ce que les choses seront respectées, les recommandations qui seront sorties, est-ce que vous voyez ces recommandations s'appliquer dans les mois à venir? Alors, je me dis que la France a tout intérêt. La France a tout intérêt à ce que tout ce qui vient aujourd'hui d'être dit, d'être en tout cas dit haut et fort par ces jeunes Africains-là, puisse être appliqué dans les jours à venir. Parce que qu'est-ce que cela veut dire? C'est une opportunité pour la France, dorénavant, de saisir cette opportunité, bien sûr, pour changer la donne. Et changer cette donne-là... Quelle donne? Cette donne où aujourd'hui on voit la France dans une véritable ingérence dans les affaires africaines. Pas dans le sens des intérêts des peuples africains, mais plutôt dans leurs propres intérêts. Quand vous prenez aujourd'hui, juste c'est-à-dire que par rapport à la monnaie franc CFA, vous savez que le franc CFA c'est encore aujourd'hui l'une des dernières monnaies, en tout cas coloniales, qui existe aujourd'hui, un véritable asservissement. Quand vous regardez aujourd'hui le fait que sur le plan démocratique, la France appelle les États africains voilà, à cultiver la démocratie et autres, mais la France elle-même oublie que la démocratie tire son origine en Afrique. Solon, de grec, qui est à la base de la démocratie en Athènes, c'est lors d'un voyage en Égypte
qu'il s'est rendu compte de la manière dont les gens vivent. Apparemment, vous nous plongez dans l'histoire, je crois que... C'est pour vous dire, non, Oui. c'est pour vous dire tout simplement que à partir de ce sommet-là aujourd'hui, si réellement la France l'a fait dans une volonté de se racheter, je pense que l'occasion lui est donnée à travers ce qui a été dit aujourd'hui par les jeunes. Et si dans les jours à venir, les recommandations qui vont être issues ne sont pas appliquées, je pense que l'étau va se resserrer de plus en plus autour de la France. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui est une jeunesse qui n'est plus, en tout cas, qui est déterminée à ne plus se laisser faire comme l'ont fait les dirigeants, quelque peu entre parenthèses. Après. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes dans une émission spéciale consacrée, dédiée au 28e sommet Afrique-France qui se tient ce 8 octobre 2021 à Montpellier. Nous sommes en France. Alors, nous allons suivre cet élément de Harouna Salia Koné qui revient sur ce sommet et qui a pour particularité originale un sommet sans chef d'État. Nous allons le suivre. C'est avec Harouna Salia Koné. Un sommet Afrique-France sans chef d'État, sans autorité institutionnelle. C'est le nouveau format de cette rencontre périodique entre les États africains et la France. Cette année, à Montpellier en France, elle est exclusivement consacrée à la jeunesse d'Afrique et de la France. Ce format est original, estime notre confrère Serge Daniel. Au-delà de l'originalité, c'est le côté économique pour les pays invités qu'il faut saluer. Ça fait plus d'économie au pays. Lorsqu'un président de la République se déplace comme ça pour aller à ce sommet-là, un sommet de ce genre, vous avez au moins 500 millions de francs CFA qui sont dépensés, qui sortent des caisses de l'État. Lorsque les chefs d'État se présentent à ce genre de sommet, tout est déjà bouclé parce que les délégations, les émissaires, les ministres, les précurseurs font tout le boulot et les chefs d'État viennent une journée pour... Donc, j'ai l'impression qu'on ne va pas au fond des problèmes. Ce sommet sera certainement l'occasion pour la jeunesse africaine de poser au président français des questions qui fâchent. Ce que les gens disent, c'est nous avons des milliers de soldats étrangers chez nous, nous avons l'armée malienne également, nous avons environ quelques centaines de djihadistes, mais nous ne comprenons pas pourquoi toute cette coalition n'arrive pas à vaincre les djihadistes. Donc on peut s'exprimer également là-dessus. Je pense que ça peut être aussi un moment d'explication, un moment de discussion. Les jeunes du Sénégal, de la Guinée, peuvent poser, en tant que jeunesse africaine, cette question au président de la République française, et c'est à lui d'apporter les réponses pour les convaincre ou ne pas arriver à les convaincre. Selon notre confrère, ce sommet peut être un nouveau départ dans les relations entre la France et l'Afrique. Ce qui va changer, c'est l'après. Les jeunes ne sont pas comme les chefs d'État ou les politiciens. La jeunesse dit ce qu'elle pense. Je veux bien croire que ce sera une nouvelle respiration dans les rapports. Et le jeune malien, le jeune du Burkina, du Ivoirien, le SMIC qui commet à tous ces jeunes-là, c'est de dire nous voulons être bien formés, nous voulons la démocratie, nous voulons être plus indépendants, nous voulons du boulot et nous voulons qu'on nous écoute sur nos attentes. Dans le programme, le sommet s'articule autour de 5 grandes thématiques, à savoir l'engagement citoyen, l'entrepreneuriat et l'innovation, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, la culture et le sport. Vous avez suivi avec attention cet élément. Alors, je reviens à M. Sidiki Kouyaté, notre confrère Serge Daniel, dans cet élément que vous avez suivi, parle d'un nouveau départ pour l'Afrique et la France. Et en même temps, il voit des aspects positifs. Il dit que c'est de l'économie. Quand les chefs d'État ne participent pas à ce sommet, ça fait plus d'économie au pays. Bon, en fait, c'est pas... Parce que, en tout cas, peut-être que j'ai vu que cher Daniel, il se force à tirer peut-être de ce sommet quelque chose qui est positif. Et c'est ce qui l'amène à parler un peu de ça, quoi. Mais ces chefs d'État, qu'ils soient dans ce sommet ou pas, c'est les chefs d'État qui dépensent des milliers d'argent longueur de journée pour des futilités. Et que ce soit ce sommet ou pas, c'est les chefs d'État qui également effectuent beaucoup de voyages avec beaucoup d'autres choses, hein, même au-delà de ce sommet. Et donc, mais je reviens un peu en arrière par rapport à tout ça là. Vous savez, Amidou a parlé des recommandations, peut-être des conclusions qui vont être peut-être mises en application dans les jours à venir. Oui. Mais le format ne s'y prête pas à ça, non.
c'était un débat entre Emmanuel Macron et puis les jeunes. C'était pas... On avait en direct Emmanuel Macron qui répondait à des gens qui voulaient seulement donner leur point de vue par rapport à des choses qu'Emmanuel Macron lui-même a confirmées, mais qu'il tentait devant ces jeunes-là de les nier comme si on était dans un débat politique, comme on le fait maintenant là. Donc, ce n'était pas pour aller parler de problèmes, ce n'était pas pour aller parler de ce que la France et l'Afrique peuvent faire ensemble. C'était juste pour amuser la Nous avons caserie. une histoire liée. L'Afrique a une histoire liée à la France. Cette histoire qui nous lie aujourd'hui à la France là ne parle que de ce que la France nous a infligé comme crime. C'est-à-dire que c'est des crimes contre l'humanité. Donc les gens parlent de cette histoire. Est-ce que vous n'allez pas trop loin? Est-ce que c'est un crime? Mais attendez, venir détruire des nations, essayer de former d'autres nations avec ces débris, et ces débris aujourd'hui constituent des séquelles qui ne sont pas conformes à notre réalité sociale, venir enflammer des continents, tu dis tout un continent, et vous pensez que ça c'est exagéré? Ce que la France a fait chez nous, c'est la pure barbarie que l'humanité n'a jamais connue. Alors, je vous reviens, je vais Donc, aller. voilà. Je vous reviens, vous tenez la parole, Voilà. tenez là où vous l'avez prise. Je reviens, monsieur Hamidou. Est-ce que vous confirmez les tendances de monsieur Sidiki Kouyaté? Quelle tendance? La tendance selon laquelle la France a commis des crimes et peut-être pour lui, il ne faut pas coopérer avec la France. Moi, je regarde l'avenir. Et ce qui est important dans ce genre de situation, c'est que ça fait plusieurs années. Ce qui est plus intéressant pour le peuple africain, c'est qu'aujourd'hui, on travaille à mieux asseoir notre souveraineté. C'est de travailler à Après être 61 plus indépendant. ans, on n'a pas pu asseoir Pour moi, souveraineté. après, il n'y a pas de souveraineté économique. Notre monnaie, nous dépendons toujours de la France. Et nous votons des budgets déficitaires et qui nous qui nous amènent toujours à compter sur l'extérieur pour financer un peu notre budget national, pour le budget de fonctionnement même. Et jusqu'à présent, sur le plan sécuritaire, nous ne parvenons pas seuls à sécuriser nos pays, soit nous faisons appel à la France, soit nous faisons appel à l'Algérie, soit nous faisons appel à la Russie. Donc, on ne peut pas parler de souveraineté. Le plus important pour nous, c'est de mettre le curseur au bon endroit. Mais nous ne pouvons pas vivre aussi en autarcie. Nous sommes obligés de coopérer avec les autres. Il y a une coopération. La coopération, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Maintenant, la coopération ne veut pas dire tout simplement que vous laissez votre sécurité à des gens. Aujourd'hui, quand vous prenez l'essentiel un peu du dispositif sécuritaire du Mali à l'échelle nationale, vous voyez qu'il y a beaucoup de forces étrangères chez nous. Quoique aujourd'hui on doute de leur efficacité, mais quand même, nous avons des forces étrangères. Et nous envisageons de faire appel à d'autres pour venir nous aider. Ce qui montre que nous-mêmes, nous savons que seuls, nous ne pouvons pas faire face à la sécurité de nos pays. Et ce qu'on recherche, c'est qu'à moyen et long terme, on puisse aller vers ça. On puisse être autonome, indépendant. On puisse être autonome et indépendant, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan sécuritaire. C'est ce qui est l'idéal pour tout un pays. Et malheureusement, ça fait 60 ans que nous sommes à la recherche de ça. J'espère que la nouvelle génération travaillera à asseoir une vraie souveraineté qui va nous permettre tout simplement de regarder en face des autorités, de mettre en œuvre nos politiques économiques, de mettre en œuvre nos politiques sécuritaires sans pour autant qu'on nous impose une façon de voir les choses. Parce que lorsque vous êtes dépendant de quelqu'un, il peut vous dire « arrêtez-vous là », vous réfléchissez aux conséquences. Si je dis non, qu'est-ce que ça peut me coûter sur le plan sécuritaire? Qu'est-ce que ça peut me coûter sur le plan économique? Donc si vous êtes assez indépendant, ça peut vous permettre de regarder vos partenaires, de négocier des partenariats gagnant-gagnant. Mais si vous êtes dans une situation de faiblesse ou une situation où vous n'avez pas tous les leviers en main, c'est très difficile. Donc pour moi, les prochaines années doivent être quand même l'opportunité, doivent être inscrits pour que les peuples africains, la jeunesse africaine travaillent à rendre plus indépendants nos pays.
Alors, Monsieur Zegedji Moussa Diarra de l'entreprise Millennium Technology, entre-temps, vous étiez aussi sélectionné pour ce voyage, ce périple vers la France. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, je voudrais rappeler qu'il y a d'abord un concours qui a été organisé par Digital Africa. Et je pense que dans ce concours-là, il s'agissait de sélectionner 1000 jeunes entrepreneurs selon les types de l'Afrique. D'Afrique, 1000 jeunes entrepreneurs selon les types d'innovation faites par ces jeunes-là. Sur un total de 1000 sélectionnés, il y avait 22 Maliens, si j'ai bonne mémoire. Alors, ces 22 Maliens ont même eu une rencontre avec l'ambassadeur de France au Mali ici, M. Joël Meyer. 22 Maliens auxquels vous faites partie aussi. Oui, Millennium Technology faisait partie des entreprises qui ont été sélectionnées pour faire partie. Et ce jour-là, lors de cette rencontre, c'est moi qui représentais l'entreprise Millennium Technology. Oui. Et vous savez que le sommet devait avoir lieu d'abord, je pense, c'était en 2020, mais compte tenu aujourd'hui de tout ce qu'il y a comme pandémie liée à la maladie coronavirus, le sommet a donc été reporté. Alors avec ce report, on nous avait demandé donc d'attendre et que voilà, au moment venu, nous serons contactés par rapport aux autres modalités. Bon, notre grande surprise, dans les autres pays où les jeunes ont été sélectionnés, je parle des jeunes entrepreneurs du concours Digital Africa. Très bien. Donc eux, ils ont eu l'information et je pense que certains participent au sommet. Mais dans le cadre du Mali ici, Digital Africa, l'ambassade n'est plus venue vers les 22 qui ont été sélectionnés. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la question que l'ensemble des 22 se sont posées et la question qui a été posée également à l'ambassade, mais nous n'avons pas eu de réponse par rapport à ça. Mais pour moi, cela n'est pas le plus important, cela n'est pas du tout grave. Participer au sommet ou pas en tant que nous, entrepreneurs, le plus important pour moi, c'était que des jeunes Maliens, en tout cas, puissent y participer et surtout porter haut la voix, non pas seulement que de la jeunesse malienne, mais du peuple malien. Et dire haut et fort ce que nous pensons, dire haut et fort comment nous voudrions que dorénavant les choses se passent, dire haut et fort dorénavant comment nous souhaiterions que, en tout cas, les relations entre les pays africains et la France puissent avoir lieu. Parce qu'aujourd'hui, M. Fabrice, quand vous décidez d'aider quelqu'un, quand votre aide n'aide pas cette personne à se surpasser de votre aide, c'est-à-dire à partir d'un moment sur une période éternelle, c'est-à-dire que votre aide en réalité n'est pas venue, c'est-à-dire que dans le bon sens, mais plutôt elle vient sous une forme en tout cas. Dans un langage plus clair, qu'est-ce que vous voulez dire? Je voudrais dire tout simplement que quand vous essayez de regarder nos relations aujourd'hui avec la France, l'Afrique et la France dit aider l'Afrique. Mais après 61 ans d'indépendance, comme l'a dit tout de suite M. Hamidou Diawara, alors Doumbia, pardon, M. Hamidou Doumbia, après 61 ans d'indépendance, quand on essaie de faire le bilan, sur le plan politique, c'est le chaos total. Sur le plan économique, c'est le désarroi total. Sur le plan sécuritaire, tout est en lambeaux. Quand on essaie de regarder, même c'est-à-dire que sur l'échelle du développement humain, c'est des soubresauts. Quand vous essayez de regarder aujourd'hui les véritables problèmes, les chagrins qui minent l'avenir de la jeunesse également. Qu'est-ce que nous devons faire? Ce que nous devons faire, c'est d'abord tenir un véritable langage de vérité. Dorénavant, à qui et pourquoi? J'arrive. Un langage de vérité. À la France d'abord, pour dire à la France que dorénavant, si vous voulez véritablement que vous nous aidiez, vous devez nous demander maintenant dans quel schéma et comment est-ce que nous devrions aller. Et ensuite maintenant, dans quel sens? On dit que quand on voudrait faire quelque chose pour vous et sans votre accord, sans que vous ne soyez un acteur réellement, c'est-à-dire qu'à l'épicentre de ce qu'on veut pour vous, ça veut dire tout simplement que la chose qui est censée être faite pour vous n'est pas faite pour vous. J'imagine si vous étiez à ce sommet. Si j'étais à ce sommet, je commencerais d'abord par la crise sécuritaire que nous vivons aujourd'hui au Mali, qui est l'une des crises les plus lacrymogènes que notre pays est en train de vivre depuis, c'est-à-dire que l'accession entre guillemets de l'indépendance. En 2013, lorsque la France intervenait pour libérer les régions du Nord, Tombouctou, Gao et Kidal, beaucoup sont sortis pour applaudir. On a même entendu tonton Hollande, papa Hollande et autres. Il y a eu beaucoup d'homonymes pour Damien Boité. Mais de 2013 à aujourd'hui, 2021, 8 ans, d'année en année, la situation est en train de s'empirer. À qui la faute? La faute d'abord, d'une part, à nos dirigeants, qui doivent avoir le courage de dire haut et fort à la France en les regardant dans les yeux. Vous êtes venus ici, c'était pour arrêter une hémorragie. Mais si l'hémorragie ne s'arrête pas et que nous sommes en train d'aller de façon agonisante et qu'il va y avoir même l'amputation, c'est-à-dire que du côté qui est en train d'agoniser, c'est-à-dire tout simplement qu'on doit faire un bilan. Ils ne sont pas propriétaires de la sécurité du Mali, n'est-ce pas? Je vous dis que tout simplement, il y a d'abord les dirigeants qui doivent avoir le courage aujourd'hui de dire les quatre vérités à la France. Et maintenant, parce que moi, ce que je me dis, il y a certains comportements de la France, des comportements en tout cas non acceptables, qui sont aussi, je dirais, encouragés par souvent ce silence complice, coupable, destructeur de nos autorités. Alors, je vous reviens, monsieur Sidiki Kouyaté, comme le thème le dit, quel rôle la jeunesse africaine attend-elle de la France pour une meilleure inclusion à la gouvernance démocratique? Vous savez, là où nous sommes aujourd'hui, la situation, elle est très claire.
la France n'a pas eu la volonté de saisir une aubaine qui est tombée de la mer de la France, peut-être on peut dire que, en tout cas de façon naturelle. Quelle aubaine? C'est de pouvoir travailler avec ces anciennes colonies tout en oubliant qu'on ne peut pas être éternellement colonisateur et qu'il y a des temps où ces pratiques insalubres-là vont disparaître. Est-ce que ce n'est pas un complexe de supériorité qui évolue toujours dans leur veine? C'est comme ça. C'est ça un peu le problème à leur niveau. Alors que ce temps est révolu. Vous avez une solution pour eux, M. Sidiki? La solution, c'est ce que la jeunesse doit jouer comme rôle. Et ce rôle-là, ce n'est pas peut-être avec des sommets comme ça là qu'on peut résoudre nos problèmes. Parce que nous pensons que tout ce qui a été dit par rapport à ce qu'on accuse aujourd'hui à la France, Emmanuel Macron, quelque part, et d'autres responsables de la France ont reconnu quelque part. Mais sauf que la France est un État qui peut reconnaître des faits, mais continuer également à revenir sur ces mêmes crimes, sur ces mêmes fautes. Ils sont têtus, vous voulez dire? Peut-être que ce mot est trop petit pour qualifier, c'est en tout cas ce qu'ils font. Parce que, en tout cas, je suis sûr que les autorités françaises, c'est des autorités qui sont tout le temps prêtes à accepter tout ce qu'on tout ce qu'on peut leur reprocher. Mais encore, c'est les autorités qui sont les premiers à défendre oncle et bec ces mêmes pratiques. Et donc, c'est très compliqué. Donc, c'est pour vous dire que... il y a un dialogue entre la France et ses partenaires, même entre la France, les autorités françaises et les citoyens français. Voilà pourquoi, partout où cette France est présente, même en France, sur la scène politique, c'est la débandade sur les deux autres, c'est que le citoyen, sinon la masse qui fait générer des ressources, ces ouvriers ou encore le bas peuple là, c'est comme la France a une politique qui est au-dessus de ce bas peuple là. Est-ce qu'ils ne sont pas dans la préservation à tout prix de leur intérêt? Non, parce que c'est ça le problème. Parce que quand la France dit clairement que nous n'avons pas d'amis, que nous n'avons que des intérêts, et ces intérêts, il faut qu'on se pose la question, si ces intérêts servaient même à la nation française, il n'allait pas avoir des gens qu'on appelle les gilets jaunes pour revendiquer ou encore dénoncer les mêmes pratiques que la France nous fait ici, pratiquement. Que la France que la France nous fait subir ici en Afrique. Donc c'est pour vous dire que c'est quelques individus qui sont là derrière cette philosophie et qui sont en train d'enflammer nos continents, nos États. Que c'est le continent. Non, bon, en fait, mais c'est pas seulement le continent africain que la France menace. La France menace à peu près 3 continents. Vous avez les preuves de ce que vous avancez? Mais moi, je pense que la France, elle a été cherchée en Indochine. Nous savons très bien que la France, l'Afrique aujourd'hui, se fait brûler à cause de quoi? À cause de cette même politique-là que la France a instaurée. Nous pensons que, et tout récemment, il y a eu un sommet en reçu où Poutine lui-même précisait que c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui font des interventions par-ci par-là, non seulement que c'est une menace pour l'Afrique, mais c'est également une menace pour leur continent. Donc je peux vous dire qu'il y a des gens qui se sont organisés en de petits groupes, c'est des gens qui sont en train de menacer l'existence de l'humanité. Donc c'est pour vous dire que là où nous sommes aujourd'hui, la situation est très claire. Le langage de la vérité, on va continuer à le tenir. Mais il va falloir qu'on continue également, on cherche également des autorités qui peuvent porter ce langage de vérité. Mais chercher des autorités, vous allez les trouver où? C'est dans les urnes ou exactement? Bon, pour le moment, nous avons des autorités qui peuvent porter en tout cas ce que les gens sont en train de demander, mais qui ne sont pas venus forcément par les urnes. Donc c'est pour vous dire que les urnes, ici en Afrique, précisément au Mali, finalement on ne sait pas ce que ça veut dire parce que nous avons connu ici un président du nom Ibrahim Boubacar Keïta qui est venu, je crois, quand il était là, il se vantait d'avoir été là à ce trône avec plus de 77%. C'était une fierté. Mais au-delà de ça... Une fierté, mais je ne crois pas que c'est une fausseté.
En tout cas, c'était une fierté que lui, il s'est dit qu'il nous faisait voir par rapport à ce taux. Dieu merci, nous avons un politique sur... Je vous redonne la parole tout de suite. Nous avons un politique sur le plateau. Alors, monsieur Hamidou Doumbia, vous voulez réagir par rapport à ça? Juste pour dire qu'il ne faut pas quand même qu'on fasse de confusion. Ce n'est pas l'urne qui pose problème. Mais c'est Ibrahim Boubacar Keïta qui a été le problème. L'exercice de voter, les Maliens ont voté 77% avec beaucoup d'espoir. Un homme qui était censé restaurer la dignité. S'il n'a pas pu le faire, ce n'est pas de la faute aux urnes. Nous ne devons pas jeter l'enfant avec l'eau de bain. Très bien. Pour moi, c'est important. Et puis, il y a un élément fondamental à dire. Ce n'est pas la parole qui nous fera respecter. Ce n'est pas uniquement la parole. Porter notre voix là, dire nos 4 vérités. Pour se faire respecter, c'est surtout aussi un comportement. Tant que nous ne ferons pas de la bonne gouvernance, tant que nos autorités eux-mêmes n'agiront pas avec de la vertu, on ne se fera pas respecter. Agir avec de la vertu, qu'est-ce que cela veut dire? La vertu, c'est la bonne gouvernance. La vertu, c'est de penser aux intérêts de son peuple. C'est de faire en sorte de développer des projets de développement. C'est de faire en sorte à moyen et long terme de ne pas avoir des budgets déficitaires et de ne compter que sur l'extérieur. Quand un État voit en vous que vous êtes sur la bonne voie en termes de bonne gouvernance, voit des leaders qui ont une vision et qui transforment leur pays, forcément ils vont vous respecter. Ce n'est pas seulement la parole. Le Rwanda, ce n'est pas seulement la parole. Aujourd'hui, ils sont bien respectés. Le Ghana, ce n'est pas la parole, porter la voix quelque part, dire la vérité, c'est vrai. Mais si vous dites la vérité... C'est qu'il faut aller au-delà de la parole. C'est-à-dire que si vous dites la vérité et qu'après vos comportements ne font pas en sorte que vous soyez indépendant, vos paroles vont vous rattraper. Et c'est ce qui a rattrapé beaucoup de nos responsables de par le passé. Ils disent la vérité, eux-mêmes, ils viennent faire un comportement qui nous enfonce davantage. Ce qui est important, c'est que nos responsables, même quand ils tiennent ces paroles, que eux-mêmes, leurs actes soient en harmonie avec leurs paroles. Mais vous ne pouvez pas crier ici la faute à l'autre et que vous soyez là à détourner de l'argent public, vous soyez là à investir dans les pays que vous décriez comme problème. Non. Aujourd'hui, le plus important pour moi, c'est la bonne gouvernance. C'est de nous orienter. Ici, là, je suis le seul à poser des questions. Okay. Pour moi, on peut dire nos vérités. Mais tant que nous ne changerons pas de comportement, ces vérités nous rattraperont parce qu'en fin de compte, si vous êtes dépendant, vous allez encore revenir. Donc aujourd'hui, pour moi, il faut s'axer sur les deux voies. D'abord, l'archi, comme on le dit, l'archi est un modèle pour le sage. Quand il rate le milieu de la cible, il cherche la cause en lui-même. À l'interne, les causes endogènes, on les traite, et que les causes exogènes, on les traite aussi. Pour moi, c'est ça véritablement le plus important, et de travailler à avoir une gouvernance vertueuse, ça nous arrangerait plus. Qu'est-ce que cette jeunesse, en tout cas, quel est le rôle que cette jeunesse attend de la France pour une meilleure inclusion à la gouvernance démocratique? Cette jeunesse, pour moi, doit être indépendante. Indépendante sur le plan intellectuel, pour pouvoir dire sa vérité à la France, faire ses propres analyses et se projeter vers l'avenir. Cette jeunesse doit compter sur elle-même. C'est pourquoi votre question me dérange, parce que moi, je ne compte pas sur la France. Je ne compte pas sur les relations entre mon pays. Oui, vous ne comptez pas sur la France, mais il y a un sommet Afrique-France. Mais ils l'ont organisé. Oui. C'est leur initiative. S'ils le font, les jeunes y vont. Mais pour moi, l'état d'esprit de la jeunesse africaine et malienne, c'est de compter d'abord sur ses propres forces. C'est de faire en sorte d'imposer une gouvernance vertueuse dans nos pays. C'est de faire en sorte de mettre en œuvre des projets de développement. C'est de faire en sorte d'entreprendre, comme Zigué le fait, comme d'autres entrepreneurs le font, créer de la richesse. Est-ce que nous avons les moyens véritablement? Mais nous avons beaucoup de jeunes qui commencent avec 200 000, 500 000 francs, qui parviennent à créer de la richesse dans nos pays. Aujourd'hui, nous avons quand même beaucoup d'opportunités dans nos pays. Nous pouvons créer de la richesse, nous pouvons créer de l'emploi. C'est ce qui doit être l'esprit de la jeunesse. Cette jeunesse indépendante.
qui ne sera pas Monsieur le Président, dépendante de la France. Donc moi, je ne fermer me le projette chapitre. pas à long On va terme s'intéresser avec la France. je n'ai jamais mais envoyé je me l'armée française projette contre un aujourd'hui État souverain. avec une jeunesse indépendante sur le plan économique, sur le plan intellectuel, qui va agir à faire en sorte qu'on soit véritablement souverain, et souverain par nos actions, souverain sur le plan sécuritaire, sur le plan monétaire et sur le plan financier. Ça dépendra de la création de richesses et de notre façon de mettre en œuvre une gouvernance vertueuse et mettre à la tête de nos États, à travers des élections libres et transparentes, des hommes qui ont une vision et qui peuvent changer les choses. Merci beaucoup, Monsieur Hamidou Doumbia, secrétaire politique du parti LMA, Parti du Changement. Nous allons suivre un élément. Il s'agit des réactions de la société civile malienne représentée à Montpellier. Ce que j'attends, c'est que les jeunes qui vont rencontrer le président Macron aujourd'hui passent un message de la jeunesse africaine. Cette jeunesse aujourd'hui qui n'a pas connu la colonisation, qui n'a pas connu les luttes d'indépendance, donc qui a des relations moins affectives avec la France, de passer un message de vérité, un message de réalisme, à savoir que l'image de la France aujourd'hui dans les pays francophones est une image qui est largement écornée, largement entamée, parce que la France est vue comme un pays qui est aux côtés des régimes au lieu d'être aux côtés des peuples. Et donc je pense et j'espère que les jeunes aujourd'hui vont passer un message au président Macron, à savoir que oui, cette relation elle est historique, elle existe, il faut la consolider, mais il faut la consolider sur une nouvelle base. Il faudrait que le gouvernement français, il faudrait que les dirigeants français se rendent compte que les jeunes africains d'aujourd'hui sont mondialisés, sont connectés, sont décomplexés et ne recherchent qu'une seule chose, c'est avoir un bien-être social, un bien-être économique, avoir, des objectifs dans la vie. Et pour cela, il faudrait que le paradigme de la relation entre la France et les pays francophones africains change complètement. Ce que j'attends de ce sommet Afrique-France, c'est que les gens parlent à bâton rompu, c'est-à-dire qu'ils se disent les choses clairement. Jusque-là, ces sommets avaient lieu entre chefs d'État et chefs d'État. Aujourd'hui, nous avons le président français face à des diasporas, à des gens de la société civile, à des entrepreneurs. Donc le dialogue ne sera pas le même, l'échange ne sera pas le même. Et on espère un échange beaucoup plus franc, où les intérêts seront complètement autres. Du sommet, on ne peut pas en entendre grand-chose. Pour moi, c'est la base d'une reconstruction dans le partenariat Afrique-France et à partir d'une prise de conscience. La prise de conscience, c'est que la géopolitique mondiale est en train de changer et qu'avec ce changement, il va falloir qu'on réinvente nos rapports en phase avec ce changement. C'était quelques réactions de la société civile malienne que vous avez suivies, que nous avons suivies tous. Alors, Monsieur Zégué, oui. Qu'avez-vous à dire par rapport à ce que cette société civile représentée à Montpellier en France, qu'avez-vous à dire par rapport à ce sujet? Alors, ce que j'ai à dire à ce niveau, je pense qu'avant d'en arriver là, je voudrais un peu revenir en arrière pour rappeler, avec tout le respect que je dois à mon cher aîné, que quelque part, il mélange les serviettes et les torchons et il se contredit lui-même. Je le dis haut et fort, aujourd'hui, à travers ce sommet, les jeunes Africains ont l'occasion de dire haut et fort ce qu'ils pensent, les quatre vérités. Vous-même, vous venez de reconnaître que dans vos propos, qu'il doit effectivement y avoir certains changements, que la jeunesse africaine doit aller aujourd'hui vers, c'est-à-dire que le sens d'une véritable indépendance. Monsieur Doumbia... Est-ce que c'est forcément par un sommet que c'est possible? Non mais écoutez, il faut toujours qu'il y ait quand même un cadre à travers lequel on dit ce qu'on pense être anormal et qu'on puisse dire également, c'est-à-dire la manière dont on voudrait que les choses se passent. C'est extrêmement important. Il faut qu'il y ait ce dialogue-là. Pendant ce temps, quand vous allez toujours aller avec des manifestations en manifestation, avec des dénonciations sur les réseaux sociaux et ainsi de suite, d'accord, mais à un certain moment, il faut véritablement, il faut un cadre formel pour se dire, c'est-à-dire ces vérités-là. Et aujourd'hui, ces jeunes qui sont là-bas, qui sont allés aujourd'hui, ce sont des jeunes qui, dans leur majorité écrasante aujourd'hui, aspirent à voir en sorte que dans un proche avenir, que les relations entre nos États et la France ne soient plus dans une logique où nous allons éternellement être dépendants de cette France-là.
Si aujourd'hui ces jeunes sont en face de ces dirigeants français, c'est parce que quelque part la France elle-même aura compris, comme je le disais en amont du débat, que les dirigeants africains assez souvent n'ont soit pas le courage de leur dire quelles sont réellement les aspirations de leur peuple, ou la France considère que dorénavant, comme l'a dit Macron à un certain moment, il parlait d'un sentiment anti-français. Mais on lui a dit qu'il n'y a pas de sentiment anti-français dans nos États, mais plutôt un sentiment anti-politique française, dans ce sens-là. Et je peux vous dire également qu'aujourd'hui, dans la majorité de nos États, nous avons des jeunes intellectuels. Des jeunes intellectuels également dont les idées, dont les propositions ne sont pas assez souvent portées là où il le faut par nos dirigeants. Et l'une des plus grandes reproches de la jeunesse aujourd'hui vis-à-vis de la France, comme l'a dit l'un des intervenants, c'est que la France semble être beaucoup plus auprès des régimes qui font ses intérêts que réellement à l'écoute des peuples africains. Et je pense que par rapport à ce qui vient d'être dit, ce sommet peut être une base. Une base pour que désormais les choses changent, mais que ce ne soit pas comme l'après-sommet 2005. Il y a eu un sommet France-Afrique en 2005 au Mali, dont le thème était la jeunesse africaine, sa créativité, sa vitalité et ses aspirations. Mais de 2005 à aujourd'hui, les recommandations qui en ont été issues, resté dans les tiroirs. Voilà, se sont terminées en queue de poisson. Alors, Monsieur Sidiki Kouyaté, engagement citoyen, entrepreneuriat et innovation, enseignement supérieur et la recherche, la culture et le sport, la jeunesse dans son ensemble. Est-ce que tirera profit de tout ce qu'il y a, ou bien c'est juste une mise en scène, comme vous le pensiez, folklorique? Oui, mais ça a été toujours une mise en scène, hein, parce que le sommet France-Afrique a un objectif principal, c'est de marquer un tout petit peu à chaque fin d'année la présence de la France dans ses précarés, et puis c'est tout. Et sinon dans son précaré, si on peut le dire, si c'est l'Afrique, quoi. Mais comme la France est en train d'explorer d'autres précarés, autrement, pourquoi je parle des précarés. Maintenant, là où nous sommes aujourd'hui, la situation est très simple, hein. Vous savez, les sommets, tout récemment, au temps d'Ibeka, il y a eu ce qu'on appelle la rencontre à Pau. Après Ibeka, il y a la rencontre à Djamena. Après la rencontre à Djamena, toutes ces rencontres-là, même ce format-là, c'est parce qu'il y a une pression de la jeunesse africaine par rapport à la nouvelle politique africaine de la France. Maintenant, ceux qui sont dans les rues, ceux qui sont en train de dénoncer cette politique africaine de la France, ne prennent jamais parole lorsqu'il y a de ces cadres-là qui sont présents. Donc, je peux vous dire que la France joue à un jeu folklorique parce que les acteurs qui devraient être présents pour parler de ce qu'il y a réellement, si c'est vrai que la France veut jouer un franc jeu, je crois que les acteurs indiqués pour être là, ce ne sera pas ceci. Vous pensez que ce ne sont pas les meilleures personnes qui sont représentées? Pas les meilleures personnes, mais ce ne sont pas de gens... Ou bien les personnes les mieux indiquées? Non. Quand on dit les mieux indiqués, c'est quoi? C'est que c'est des formats qui sont là. C'est des rencontres qui sont provoquées parce qu'il y a des gens qui sont en train de réclamer des choses à travers les médias, dans la rue, c'est-à-dire c'est des gens qui sont là en train de se battre pour que nous puissions faire avancer les choses. Au lieu de faire face à ces acteurs-là, on fait face à d'autres acteurs qui ne sont pas forcément des acteurs qui portent le même discours. Si vous étiez invité à ce sommet? Nous, on ne peut pas être invité parce que ce n'est pas fait pour ça. Mais ce que je veux dire, ce sommet a commencé avec les chefs d'État. La France a eu du mal un moment à choisir un pays où aller tenir le sommet. Et aujourd'hui, en toute objectivité, c'est-à-dire en toute honnêteté, la France a du mal à choisir un pays où aller tenir ce sommet, ou encore la France a du mal même à faire inviter les chefs d'État par rapport à ce sommet. Parce que aujourd'hui, il faut prendre l'Afrique de l'Ouest. Des coups d'État, après des coups d'État. Des dirigeants qui contestent de plus en plus cette politique africaine de la France. Donc c'est comme si c'est quelque chose, c'est ce que la France a monté. Ce concept-là est un concept moribond. Un concept moribond. Et la France, au lieu de reculer pour voir clairement qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver ce concept que la France a mis en place pour tout le temps servir les intérêts français, au lieu de penser à ça, non, on continue à faire du folklore, du débat, jusqu'à ce que, moi je me pose la question, qu'est-ce qui peut être vraiment l'importance d'un tel sommet, dans la mesure où le format sommet n'existe pas. On parle de sommet, mais tel que ça s'est déroulé, le format sommet n'existe pas. Parce que les gens qui prennent la parole, aussitôt, Macron
peut les interrompre et essayer d'imposer encore ses idées à ces jeunes, alors qu'un sommet est fait pour que les gens viennent avec des idées, écrits par rapport à des problèmes bien posés, et ils font leur exposé en bonne et due forme. Mais ce sommet n'a pas peu place à ça. Donc pour vous, ce sommet, c'est un non-événement, un non-lieu. Mais c'est comme notre plateau ici, en grand format. C'est la même chose. Nous avons M. Macron en face de nous. Et voilà, c'est comme ça qu'ils ont organisé ce sommet-là. Donc là où nous sommes aujourd'hui, il est temps que les gens comprennent que, c'est pour répondre un peu à M. Doumbia, vous savez, nous avons connu ici des dirigeants tels que Thomas Sankara, qui disaient dans ces rencontres-là ce qu'ils venaient appliquer. Et eux-mêmes, avec leur gouvernance, c'était authentique. C'était authentique. Mais ils ont été écrasés justement parce qu'ils ont voulu transcender ce rêve-là en réalité. C'est ça le problème. La France, quand il s'agit de crier, il y a des gens qui ont tenu des langages face à la France. Mais je suis sûr qu'il y a de ces jeunes ici en Afrique. La France ne va jamais accepter à ce que ces jeunes soient là pour dire la même chose mot par mot. Parce que on sait que... Les jeunes comme vous... Non, Macron ne va jamais accepter que certains jeunes étaient à ce sommet, qu'ils sont à ce sommet. Ils ont tenu des discours face à Macron. Il ne va jamais accepter que des jeunes ici au Mali... Est-ce que vous ne semblez pas être dans la posture de quelqu'un, si ce n'est pas eux, si ce n'est pas nous, ce n'est pas eux aussi? Non, mais ce que je dis, c'est une réalité. Sinon, là où nous sommes aujourd'hui, la contestation par rapport à ce que la France fait là, la France sait que cette contestation-là, elle est portée par des jeunes qui ne vont même pas peut-être accepter d'aller à ce sommet, parce que pour eux là, pour résoudre ce problème-là, on n'a pas besoin de passer par un sommet. Vous n'avez pas répondu à ma question. Si ce n'est pas eux, si ce n'est pas nous, ce n'est pas eux aussi. Est-ce que vous n'êtes pas dans cette posture? C'est cette question-là que je suis en train de répondre en disant que même s'il y avait une invitation, nous, on n'allait pas faire le déplacement. Parce que nous pensons qu'être à ce sommet pour discuter notre problème-là, c'est une perte de temps. Parce que notre problème, ce n'est pas lié à ce sommet. Je vous dis une chose, ceux qui sont partis là-bas, après avoir dit clairement à Macron ce qui n'a pas marché depuis Libye, mais si vous allez demander à ces mêmes jeunes, est-ce que vous accepterez que dans ce cas, puisque la France ne parvient plus à produire en Afrique de façon positive, est-ce que vous allez accepter à ce que la France plie ses bagages? Vous allez voir que ces jeunes-là vont se contredire. Donc c'est pour vous dire que c'était du pixitacisme, le bavardage inintelligent. Bon, on peut assouplir un peu les mots pour que nous puissions comprendre nous tous, mais je vous reviens tout de suite. Alors, M. Doumbia, vous voulez rebondir à... Moi, ce que je voulais dire à M. Diarra, c'est qu'il est dans une contradiction imaginaire. Quand moi je dis que uniquement la parole ne va résoudre le problème, ce n'est pas le contredire lui. C'est de dire que... Il dit que vous vous contredisez vous-même. Comment je me contredis? Mais moi, je ne me contredis pas. J'ai dit uniquement la parole. Ce n'est pas la parole seulement qui peut agir. Pour moi, j'ai choisi un vecteur qui est plus important pour moi, qui est un vecteur de comportement de nos dirigeants. Ça ne veut pas dire que je balaie d'un revers de main la discussion ou le sommet. C'est cette précision que je voulais apporter. Et dire aussi à Kouyaté que ce n'est pas à ces jeunes de dire à la France de partir ou de ne pas accepter. Nous avons des responsables, nous avons des autorités. C'est eux qui peuvent prendre la décision de dire voilà, France, vas-y. Mais quand Macron dit nous tournons vers cette jeunesse avec qui nous voulons définir de nouvelles relations. Bon, pour moi, c'est sa façon de voir les choses. Et je pense qu'ils ont donné une opportunité à la société civile de venir s'exprimer. C'est une vision qu'il a. C'est une trajectoire qu'il veut donner à sa politique. Mais ça ne veut pas dire que forcément, c'est les jeunes-là qui vont changer les choses. Mais est-ce que c'est les monter? Est-ce que vous pensez qu'il peut les monter contre les autorités à l'intérieur? Non, pour moi, quand j'ai suivi Madame Dicko, Madame Maïga, Madame Dicko, j'ai eu l'impression que c'était quelqu'un de Yerawolo debout sur les remparts qui parlait. C'est les mêmes éléments de langage qu'elle utilisait. C'est les mêmes comportements qu'elle décriait. Donc pour moi, l'exercice était utile et elle a dit réellement ce que c'est dit ici par rapport à la politique française, par rapport à la responsabilité de la France. Donc pour moi, ce n'est pas tant celui qui est parti qui est le plus important, mais le message qui est véhiculé. Et pour moi, j'ai vu quand même, j'écoute beaucoup mes grands frères de Yerawolo debout sur les remparts, je connais leur message, je pense qu'elle n'a pas dit quelque chose qui est contraire à ce qu'eux ils disent régulièrement, c'est les mêmes éléments de langage.
Donc, pour moi, le plus important pour nous, c'est qu'après ce sommet, on puisse se mettre ensemble et qu'on ne soit pas divisé au niveau de la jeunesse. Qu'on comprenne en fait les vrais enjeux, qu'on comprenne les vrais défis et qu'on agisse en conséquence pour dire que l'Afrique, le Mali, ne se fera qu'avec nous. Ce n'est pas une puissance qui viendra construire notre pays à notre place. Alors, donc, cette indépendance se construira à travers nos activités quotidiennes, à travers notre façon d'impacter individuellement sur notre collectivité, à travers la création d'entreprises, à travers des actions de veille citoyenne, à travers surtout une exigence vis-à-vis de nos responsables internes. Si le problème n'est pas endogène, l'exogène ne peut jamais réussir. Quand on prend l'exemple de Thomas Sankara, c'est parce qu'il a été trahi à l'interne. Sinon, la France n'aurait jamais pu le faire. S'ils avaient l'occasion, je pense que le Rwanda, ils auraient pu mettre à l'écart le président Kagame, mais aujourd'hui, il est parvenu quand même à faire face et à construire un État aujourd'hui qui va vers le développement, qui est en voie de développement, je peux dire. Donc aujourd'hui, toujours rejeter la faute sur les autres pour dire que non, si ils essayent, on va essayer de les exterminer, tant que le dirigeant est vertueux et que de façon très pragmatique, il parvient à mobiliser la masse dans son pays et à être exemplaire dans son pays, c'est très difficile qu'à l'extérieur, on puisse véritablement les déstabiliser. Alors, votre idée est comprise. Je reviens à M. Zegedi Moussa Diarra. Est-ce que, parce que certains actuellement posent la question, est-ce que ce sommet ne serait pas, peut-être être tenu en Afrique qu'à la France? Est-ce que vous partagez cet avis? Ce sommet devait être tenu en Afrique, puisqu'on dit sommet Afrique-France. Peut-être ça aurait pu être tenu dans un État africain. Mais là, il se trouve que, peut-être c'est les hypothèses, il se trouve que nous sommes maintenant devant les faits accomplis, le sommet s'est tenu en France. Ça s'est tenu à Montpellier. Et maintenant, ce n'est pas le lieu qui importe pour moi, mais c'est réellement le contenu des échanges qui importe réellement. Et quand on essaie de regarder depuis 2011 à aujourd'hui, depuis le printemps arabe jusqu'aux mouvements qui ont été menés au Sénégal par exemple, le mouvement Y en a marre, lors de l'élection de 2012, les mouvements également, les actions qui ont été faites par le mouvement Balai Citoyen au Burkina Faso, oui, par Filembi, jusqu'aux récents événements, je pense que quand on essaie de regarder tout ça, on constate que la jeunesse africaine s'est réveillée véritablement et a décidé de ne plus se laisser faire. C'est-à-dire que d'entamer une lutte avec une véritable vitesse de croisière où désormais il faut que la donne change. Alors, les dirigeants africains d'abord, les jeunes sont soulevés contre leurs mauvaises pratiques. Mais il se trouve qu'assez souvent, ces mauvaises pratiques de ces dirigeants africains également sont, entre guillemets, soutenues d'une manière officieuse par la France. Et M. Doumbia l'a dit. Vous avez les preuves de ce que vous avancez. C'est un secret de polichinelle, M. Fabrice. M. Doumbia l'a dit. Aujourd'hui, il faudrait qu'on aille vers une sorte de collaboration où les Africains eux-mêmes vont prendre leur destinée en main. Je suis sûr d'une chose. Si 61 ans après, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous comprendrez quand je serai arrivé au terme de mes idées. Ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, les dirigeants ici, en tout cas de l'ancienne classe qui sont à la tête de nos États, ne sont pas en mesure d'apporter ce changement. C'est véritablement des jeunes qui peuvent réellement apporter ces changements, mais ces jeunes avec une véritable idéologie qui va dans le sens de l'essor et du pragmatisme. Et également avec des jeunes aujourd'hui qui ne sont pas dans une posture, comment dirais-je, de se laisser comme étant en tout cas, entre guillemets, des bébés nourris par la France, mais des gens qui veulent dorénavant écouter leur peuple et appliquer les aspirations de leur peuple. Et c'est de cela dont nous avons besoin. Et c'est là où je voudrais dire à M. Kouyaté que ce sommet, pour moi, méritait quand même d'être fait, que ce soit en France ou dans notre pays. Parce que vous savez, quelles que soient les contestations que vous portez, quelles que soient les accusations que vous portez vers l'autre, moi je pense qu'il faut toujours ce cadre d'échange pour que vous vous asseyez, afin que vous lui dites ce qu'il fait, ce que vous lui reprochez. Et maintenant, les arguments ou les explications également soient donnés et qu'ensemble maintenant, que vous essayez de voir maintenant sur quelle base partir.
Et c'est à la suite maintenant, l'après-sommet qui est le plus important, au-delà de tout ce qui va être dit aujourd'hui. Et j'ose espérer qu'en tout cas, les autorités françaises, avec à sa tête le président Macron, tirera toutes les leçons, tous les enseignements aujourd'hui, des frustrations. Je dis tirera. J'ose espérer en tout cas qu'il tirera. Parce que s'il se trouve qu'il a fait ce sommet avec une bonne volonté réellement que les choses désormais se passent dans le sens qui va dans l'intérêt des États africains, je pense qu'il a intérêt à faire en sorte que les leçons, les recommandations, les enseignements puissent être tirés de la bonne manière pour que la donne change. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Les chefs d'État ne sont pas conviés à ce sommet. Quels sont les enjeux, les impacts sur la politique intérieure, la politique interne de nos États africains? Ce sommet sans les chefs d'État qui sont traditionnellement convoqués, les chefs d'État peuvent comprendre ça comme si c'est une insulte ou encore une indignation que la France manifeste à leurs égards. Ne prêtez pas peut-être des intentions aux chefs d'État parce qu'ils ne l'ont pas dit, non, mais ils ne l'ont pas exprimé. Non, mais le fait de changer de partenaire fait aujourd'hui une polémique en République du Mali. Donc, Qui change de partenaire? Le Mali veut changer de partenaire, ça fait une polémique parce que le partenaire... Ils veulent ajouter des partenaires à d'autres partenaires ou bien ils veulent changer de partenaire? Je crois qu'on parle d'abandon en plein vol de la part d'un partenaire et la venue d'un partenaire, ça veut dire qu'on veut changer de partenaire. On n'invente rien. Bon, vous êtes dans un syllogisme qu'on ne comprend pas. Nous n'avons plus assez de temps, vous pouvez aller. Je sais, c'est très simple quoi. Donc, c'est pour revenir tout simplement à ce que vous avez demandé. Donc, pratiquement, tenir un sommet sans le chef d'État, ça montre quelque part que les premiers partenaires, qui sont les chefs d'État, ne donnent plus rien de positif pour leur continent. Donc, il faut changer de partenaire. C'est une insulte à l'endroit de ces chefs d'État et c'est une leçon également. Ils peuvent tirer vraiment des leçons par rapport à ça. Maintenant, ce que je voudrais préciser, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas un cadre formel. Nous sommes sortis, il y a Pau. Nous avons demandé à Ibeka d'aller tenir ses propos et de venir les traduire en pratique dans notre pays. Il n'a pas pu le faire. Bandao également a eu la chance. Nous sommes sortis, il y a eu la rencontre à Djamena. Ça, ce sont des cadres formels. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Jusqu'on parle de la jeunesse. Merci beaucoup, cher Kouyaté et cher, je crois que jusque-là, je suis le seul maître ici. Et vous allez devoir respecter les conditions. C'est très bien. Je donne la parole à monsieur. Une seconde, je termine. Allez-y rapidement. Rapidement. Vous savez, nous avons été ici tabassés. Nous avons été emprisonnés. Vous qui? Nous, les jeunes qui sont en train de tenir les mêmes propos que certains ont tenus en face de Macron. Et ça faisait rire à Macron. Mais pendant que la France a pesé de tout son poids pour empêcher des manifestations au cours desquelles on devrait seulement tenir ce langage de vérité. Ce sera votre mot de la fin. Rapidement, je donne la parole à monsieur Amidou Doumbia. Ce qui importe pour moi dans une lutte, c'est la finalité. Et ce qui a été dit, c'est ce que vous dites à Bamako. C'est le plus important. Vous devez être fiers des jeunes qui ont porté votre message. Pour moi, c'est le plus important. Et aujourd'hui, nous devons tirer... Jusque-là, vous n'avez pas la parole, monsieur Kouyaté. Qu'on vous traite de naïf ou pas, c'est votre message qui a été dit. Vous devez en être fiers. Très bien. Pour moi, le plus important, c'est que ces jeunes qui retournent, ces jeunes qui sont là, qui disent aujourd'hui on ne veut pas de la France, qu'ensemble qu'on se retrouve, qu'on pose le vrai diagnostic, qu'on fasse un dialogue entre jeunes Maliens et qu'on voit où est-ce qu'on veut aller. Merci beaucoup. Votre idée est comprise. Votre mot de la fin, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Alors, le mot de la fin, c'est que j'ose espérer pleinement que tout ce qui sortira comme recommandation de ce sommet-là seront traduites de façon pragmatique. Ce cri de cœur, l'expression aujourd'hui des aspirations des jeunes à ce sommet puisse être prise en compte. Et je pense que le fait que les chefs d'État n'ont pas participé, cela veut dire tout simplement qu'il y a un échec cuisant de leur part par rapport réellement à répondre aux aspirations de leur peuple. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, chers invités. Merci, monsieur Amidou Doumbia. Je rappelle que vous êtes secrétaire politique du parti Yélément, Parti du Changement. Monsieur Zegedi Diarra, vous êtes... Zegedi Moussa Diarra. Alors, vous êtes de l'entreprise Millennium Technologies. Monsieur Siliki Kouyaté, porte-parole du mouvement Yerewolo. Merci à vous, chers invités, d'avoir accepté et participé à ce débat. C'est un honneur. Alors, mesdames et messieurs, cette émission spéciale s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Doliba TV News. À nous revoir pour d'autres aventures.